La société n'aura pas, c'est François Noudelman, il est 10h50, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, c'est l'heure du journal de la philosophie, avec vous François Noudelman. Bonjour cher François. Bonjour Adèle. À la fin du XVIIIe siècle, le philosophe anglais Jeremy Bentham réfléchit à la torture. Ce penseur de l'utilitarisme aurait pu la justifier par les profits qu'on peut en tirer, mais sa réflexion très fine conduit à être beaucoup plus circonspect. Guillaume Coqui propose une traduction de ces textes inachevés sous le titre « De la torture » aux éditions Alia. Guillaume Coqui, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et vous avez donc traduit ces textes. On pourrait peut-être commencer par un rappel de cette figure philosophique de Bentham et de l'utilitarisme. Alors Bentham, vous l'avez rappelé, c'est un philosophe anglais donc du XVIIIe siècle qui travaille essentiellement sur le droit et la législation. Il a été destiné par son père à une carrière de juriste dans laquelle il n'a guère eu de succès et il a consacré l'essentiel de ses efforts en fait non pas à pratiquer le droit mais au projet de le réformer. Donc, un petit peu comme Beccaria en Italie, la réforme du droit, ça veut dire d'abord pour lui rationaliser les institutions et les rationaliser au sens où il s'agit de les faire sortir d'une logique de l'honneur, d'une logique de la préséance, d'une logique du poids des textes pour le plus grand bien commun. Et le plus grand bien commun pour lui, c'est l'utilité sociale, l'utilité de tous, qu'il définit par, avant tout, le plaisir, la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Alors justement, si on évalue non plus le principe moral d'une action, mais ses conséquences en termes de plaisir et de peine, on se dit que, voilà, après tout, pourquoi pas, la torture peut être utile. Alors, c'est exactement la raison pour laquelle il peut être étonnant de voir Beccaria, qui est une des références principales de Bentham, s'élever de façon absolue contre la torture dans son traité des délits et des peines, alors que Bentham nous offre donc si vous voulez, une version extraordinairement plus nuancée de l'utilitarisme, où plutôt Bentham essaye de pousser la logique utilitariste jusqu'au bout, ce qui le conduit forcément à reconnaître que la torture est inutile dans une immense majorité de cas, mais à refuser de l'interdire en principe. Oui. Parce qu'il faut rappeler aussi que Bentham c'est un penseur libéral soucieux de la liberté et des droits individuels. Oui, bien que, à proprement parler, les droits individuels et notamment les droits de l'homme, ils ne les reconnaissent pas, cependant, son principe de l'utilité l'a conduit à défendre la liberté sexuelle, à défendre une forme extrême de démocratie, finalement, et il était, vis-à-vis de cela, extrêmement en avance sur son temps. Il faudrait peut-être rappeler quand même que la torture n'existait plus vraiment au moment où il écrit en Angleterre. C'est exact, sauf pour un supplice d'écrasement appelé la peine forte et dure, qui était utilisé sur certains soldats rebelles. Mais de façon générale, d'ailleurs, il faut dire à la grande honte des philosophes que le législateur en Europe les a précédés sur la question de la torture. Oui. Alors en France, on connaît certaines thèses, comme celui de Voltaire, se moquant du juge avec sa femme qui lui dit « Mais est-ce mon petit chéri, est-ce que vous avez fait donner la question aujourd'hui ?» On retrouve la question préparatoire ou la question préalable, qui était donc une manière de torturer le sujet. Ici, on est plutôt dans une manière anglaise. Il ne s'agit pas de grandes envolées lyriques à la Voltaire, mais où il s'agit d'étudier ce qu'on entend par torture, les différentes formes de torture. Et notamment, Bentham se pose la question de savoir si on peut considérer l'emprisonnement lui-même, l'emprisonnement pénitentiel, comme une torture. Alors, précisément sur ce point, je pense que c'est une des choses que la lecture du texte peut nous apprendre. Bon, certes, entre les deux manuscrits dont il s'agit, Bentham a un petit peu évolué. Mais la comparaison qu'il se livre systématiquement entre l'emprisonnement et la torture, et c'est d'autant plus étonnant s'agissant de l'auteur du Panopticon, cette espèce de prison modèle que Foucault a remise en valeur dans Surveiller et punir, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'emprisonnement ne sort pas, disons, grandi de la comparaison. C'est-à-dire que la torture chez Bentham a au moins cet avantage qu'elle est brève et qu'on peut la faire cesser sitôt le résultat obtenu. Aigu et fugace. L'emprisonnement, non. Oui. Alors, les buts de la torture, dit-il, ça va être la vengeance ou bien un moyen d'obtenir des aveux, des informations. Mais ensuite se pose la question de la véracité des aveux obtenus sous la torture.
Alors sur cette question-là, il va de soi qu'on ne saurait avoir de réponse définitive, et c'est la raison pour laquelle précisément on ne saurait, selon Bentham, l'autoriser que dans une infime minorité de cas. Oui. C'est quel cas? Alors dans le cas où l'intérêt de la communauté est en jeu. Hein. Voilà, c'est-à-dire et surtout, et lorsqu'on est assuré de la culpabilité de l'individu, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le risque de faire souffrir un innocent. Quoique, si vous voulez raisonner en strict utilitariste, c'est-à-dire vous balancez, vous faites la balance entre les plaisirs et les peines. Au fond, la culpabilité de celui que vous faites souffrir, d'un point de vue utilitariste, n'a aucun intérêt. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on peut douter que quiconque puisse être utilitariste jusqu'au bout, et j'irais même jusqu'à poser la question à Bentham lui-même. Mais de ce point de vue-là, oui, la question est entièrement du côté de la certitude que vous avez ou non que vous pouvez obtenir des informations par ce moyen, et que ces informations sont effectivement cruciales au bien de la communauté. Et c'est exactement le genre de raisonnement qui a été resservi récemment par un certain nombre de penseurs et de juristes aux États-Unis, par exemple, après le 11 septembre, pour justifier Guantanamo, Exactement. etc. En lisant ce texte, on ne peut pas s'empêcher de penser recours à la torture, à Guantanamo, et à tous les problèmes que ça pose à l'intérieur même d'une démocratie qui, en principe, n'est pas censée avoir recours à ce type de méthode. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai pensé que ce texte valait d'être publié, c'est que précisément, je crois qu'il est tout à fait vain d'imaginer pouvoir exclure définitivement l'option de la torture à partir d'une morale qui est une morale utilitariste. Et Bentham, dans son souci de conséquence, de ce point de vue-là, nous le montre. À partir du moment où vous admettez que vous jugez une action par ses conséquences, et uniquement par ses conséquences, eh bien, vous ne pouvez pas exclure en principe ce genre de choses. D'ailleurs, je crois que non seulement il y a la question politique du recours à la torture dans certains cas de guerre qui se retrouvent légitimés, mais il y a aussi l'emploi du mot torture aujourd'hui qui peut faire l'objet de débats. Je pense par exemple à l'emploi du mot torture lors d'une corrida, avec cette souffrance intentionnelle et gratuite sur des animaux. Et certains, les défenseurs, vont dire « mais non, il n'est pas question de torture ». Enfin voilà, alors que c'est l'évidence. Mais on voit qu'il y a un enjeu ici dans l'emploi même du mot et sa force morale. Je suis presque persuadé que Bentham refuserait d'appeler cela torture. Je suis presque persuadé qu'il y aurait un emploi métaphorique. Est-ce qu'on torture le taureau dans la candida? Non, parce qu'on n'attend rien du taureau. Moi, j'en suis pas si persuadé de ça, parce qu'il était quand même très sensible à la question des droits des animaux. Oui, mais c'est un emploi métaphorique au sens où ça n'a rien à voir avec la torture juridique. Vous n'espérez pas que le taureau fasse quelque chose à force de le torturer. Et ce que Bentham essaye de faire ici, c'est vraiment de limiter l'emploi, le concept juridique de torture, strictement à j'inflige une douleur physique jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je souhaite. Cette manière d'approcher donc par des critères utilitaristes peut nous sembler très froide, mais en fait, il écrit, dit-il, d'une main tremblante. Oui, c'est peut-être l'espèce d'aveu anti-utilitariste auquel je faisais allusion à l'instant, c'est-à-dire que on sent bien qu'il y a une émotion derrière ce texte qui se refuse à envisager aussi froidement qu'il le souhaiterait lui-même ce genre de sujet. En tout cas, rappelons que pour Bentham, au bout du compte, il est beaucoup plus avantageux d'abolir définitivement la torture malgré quelques exceptions. Sous son état actuel, en tout cas, oui. Et il l'a soutenu. Merci Guillaume Coqui. Je rappelle le titre de ce livre de Jérémy Bentham, donc De la torture, paru aux éditions Alia. Vous pouvez retrouver et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.